Voilà, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Simon Laguerre qui nous fait le plaisir de nous accorder quelques minutes de son temps pour nous parler de son expérience concernant les réunions, l'animation de réunions. Peut-être commencer par vous présenter. Merci en tout cas de nous accueillir. Ça fait plaisir. Alors, comment est-ce qu'on a été amené à se rencontrer? Racontez-nous. Bon, moi, quand je suis arrivé dans cet établissement scolaire en tant que directeur, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des besoins en termes de gestion de séance avec mon équipe. Et puis, j'avais le souhait de pouvoir améliorer un tout petit peu deux, trois choses que je pouvais constater. Alors, j'ai fait appel à un institut de formation et en m'adressant à cet institut, ils nous ont adressé votre personne et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement. Et puis aujourd'hui, la raison pour laquelle je souhaitais interviewer M. Laguerre, c'est qu'il a fait un bout de chemin dans l'animation de réunions avec des outils, des méthodes. Alors on ne voit pas ici, on est dans votre bureau, mais il y a des affiches, des post-it, il y a des dessins, donc pas mal de méthodologies nouvelles, on va en parler. Avant cela, peut-être, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Bon, j'ai un parcours qu'on pourrait qualifier un petit peu d'atypique. J'ai commencé par être enseignant dans un premier temps, j'ai enseigné quelques années et puis ensuite j'ai eu la possibilité d'aller travailler dans le secteur privé. Donc je suis parti un petit peu moins d'une dizaine d'années dans le secteur privé avec évidemment un apprentissage de ce qu'on appelait la conduite, c'est-à-dire j'avais des équipes à gérer et c'est là que j'ai un petit peu fait mes armes en gestion. Dans un domaine très très différent que celui dans lequel je travaille maintenant. Et puis après un certain temps, j'ai eu l'occasion de postuler en tant que directeur d'établissement scolaire. Et puis c'est là que je suis arrivé maintenant depuis 6 ans à la tête de l'établissement, avec évidemment une autre philosophie, des autres pratiques un tout petit peu différentes, mais disons les outils de gestion que j'avais appris ailleurs ont pu être réutilisés ici, mais avec des connotations un petit peu différentes et j'ai dû assouplir ou adapter certaines manières de faire pour correspondre finalement à la culture de l'établissement. Donc une grande vision du domaine public, du domaine privé aussi. Si on fait le lien avec les séances, quel est votre point de vue séance, réunion aujourd'hui? D'après vous, quelle est votre vision de ces moments partagés en équipe? Bon, je vous parlais des différences entre le privé et le public. Ce qui m'a frappé, c'était que pour une entreprise de 1000 collaborateurs dans le privé, on avait pour gérer ça une séance entre 45 et 60 minutes hebdomadairement. Et puis pour gérer 1000 élèves dans l'établissement scolaire où on avait une séance hebdomadaire de 5 ou 6 heures. Et je me disais, mais comment c'est possible finalement qu'on arrive à gérer à peu près la même proportion de personnes une fois en 60 minutes par semaine et une autre fois il nous faut entre 5 et 6 heures. Et du coup ça m'interpellait. J'avais conscience qu'on gérait beaucoup plus d'humains, on est beaucoup plus dans la relation humaine dans le milieu scolaire, ça s'apparente beaucoup notamment à des domaines de santé, hôpitaux, home, etc. Donc je pouvais bien me douter que le fait qu'on soit plus dans la relation humaine nécessite un tout petit peu de prendre peut-être plus de précautions ou plus de sensibilité dans la gestion de certaines situations, mais ça ne me semblait pas nécessaire d'accorder autant de temps par rapport à une population de personnes ou une globalité à gérer qui était assez similaire. Donc quand vous êtes arrivé ici, quel était votre constat? Comment est-ce que vous avez vécu ces premières réunions en tant que nouveau directeur? Et après on va gentiment parcourir pour parler de comment vous les vivez aujourd'hui, mais comment c'était votre premier constat alors? Bon, les premières séances que j'ai vécues, je dirais que c'était plutôt douloureusement. J'avais le sentiment qu'on répétait beaucoup les mêmes choses, on revenait sur les mêmes propos qui avaient été tenus une heure avant, on faisait énormément de digressions, on avait de la peine à voir qu'est-ce qui avait été décidé d'une séance à l'autre, ou bien alors d'une séance à l'autre, on savait plus ce qu'on avait dit la fois d'avant. Donc, je trouvais qu'il y avait passablement de déperdition, mais qui était vécu par beaucoup de membres de l'équipe comme étant un vrai moment de partage, un vrai moment un moment pour vraiment vider son surplus de tension ou d'émotion qu'on avait pu accumuler dans la semaine
plus que comme un moment de pilotage et de décision. Et ça m'interpellait aussi. Je me disais, mais tiens, est-ce que finalement on n'est pas en train de faire de ce moment de gestion d'établissement un moment de supervision ou d'analyse de pratique professionnelle plutôt qu'un vrai moment de décision et de gestion. Donc pour vous, quel était le déclic finalement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer? Donc... Oui. La fatigue. La fatigue. La fatigue, ça devenait... Je pouvais plus, j'appréhendais ces séances, je commençais à transpirer 2 heures avant en me disant « Mon Dieu, on va passer encore 5 ou 6 heures assis sur une chaise, à laisser les gens parler et vider leur sac, etc. » Et je me disais « Mais moi, j'ai une quantité de travail. » Je voyais mes mails qui s'accumulaient. Et ce temps que je passais en séance, donc c'était source de stress. Ces séances, elles étaient source de stress pour moi. D'accord. Donc te rencontrer, discuter ensemble devenait plus finalement une contrainte qu'un bénéfice. Absolument. Pour vous. Ça l'était pour moi et indirectement, ça l'était, je crois, aussi pour certains membres de l'équipe qui, à certains moments, avaient la parole confisquée au détriment d'autres, qui avaient peut-être un peu plus d'aura, qui avaient un peu plus de bagou, et qui pouvaient finalement s'étaler, exposer leurs idées au détriment d'autres qui en avaient moins et qui pouvaient moins le faire. Mais du coup, ça prenait des proportions incroyables. Alors, par quoi vous avez commencé? Alors, comment s'est passé ce changement? Quelles ont été peut-être les résistances? Par quoi avez-vous commencé alors pour être moins fatigué, moins stressé? Bon, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il faut dire que les choses ont pris un certain temps. Ça ne s'est pas résolu en 6 semaines, disons. Quel est l'espace-temps entre aujourd'hui, où finalement ça roule plutôt bien, on fera le bilan plus tard, mais entre les premières prises de conscience, la mise en place de ces changements, si on doit donner un espace-temps? Je dirais pour avoir des premiers résultats très concrets et durables, il a fallu presque 2 ans. 2 ans, ouais. Donc quelque chose qui se met en place progressivement. Oui, exactement, ouais. Presque 2 ans. Et puis je dirais qu'après 3 ans, on a basculé dans un système qui est totalement différent, pas parfait encore, on peut l'améliorer un petit peu, mais il est fort différent. La mentalité, la manière d'aborder les séances sont totalement différentes. Donc je dirais 2 ans pour des changements très concrets et 3 ans pour une intégration, une appropriation de ces changements. Quelles ont été les résistances? Est-ce qu'il y en a eu quelques-unes, peut-être aussi de votre part ou de la part de l'équipe? Comment ça a été vécu, toutes ces étapes qui ont amené à ce changement? Alors, disons, les premières résistances, c'était une équipe qui avait fonctionné pendant une quinzaine d'années comme ça et qui avait un nouveau directeur qui arrivait avec de nouveaux besoins, de nouvelles envies aussi. Ça, c'était vous, hein? Ça, c'était moi, ouais, okay. C'est sûr. Et ils avaient l'impression de ne pas comprendre le sens du changement, puisque eux avaient fonctionné comme ça pendant 15 ans et que ça allait bien. Et pourquoi maintenant, avec la venue de quelqu'un d'autre, ça n'allait plus? Donc pas comprendre le sens. Le sens. Ok. Voilà. Donc il a fallu un tout petit peu que j'explicite, mais ça n'a pas été évident, parce que c'était aussi probablement une autre manière de gérer les choses qui étaient dans un trend, j'ai envie de dire, un petit peu différent de ce qui avait été fait. J'essaie d'expliquer un petit peu sans être trop long, mais on a eu un fonctionnement qui était dans l'enseignement ou dans le secteur public, passablement traditionnaliste, avec un directeur qui était le pater familias, qui connaissait tout, qui gérait tout, etc. Et ça a très bien fonctionné, je ne critique pas du tout la chose, mais quand moi je suis arrivé, j'avais envie de donner plus de responsabilités à mes équipes, de pouvoir me réserver du temps pour être à disposition des collaborateurs, de manière aussi informelle, de pouvoir faire un peu de représentation. Donc j'avais envie de faire monter mes équipes en compétences, mais ça nécessitait aussi de pouvoir déléguer les choses, et puis en déléguant les choses, de devoir rationaliser les décisions. Donc, nouvelle manière de conduire les moments hebdomadaires de concertation entre nous, et puis une manière un peu plus dynamique, et un peu plus rapide et efficace. J'ai dû revenir aussi, parce que mes intentions premières, je m'étais dit, on doit arriver à tenir, 90 minutes. En 90 minutes, on doit pouvoir gérer ça. Bon, j'étais un peu excessif. J'ai dû me rendre compte que oui, à certains moments, il fallait se réserver du temps pour débattre, pour laisser passer des idées. Donc la pression du temps, finalement, n'était pas une bonne piste sur laquelle il fallait travailler, ou c'était peut-être pas la première à mettre en avant, finalement? C'était pas la première à mettre en avant. Ça devait être un débat, ça devait être
un bénéfice collatéral. Le vrai bénéfice qui a permis un bout de changement, c'est de dire on doit être des cadres, donc on doit prendre soin de nous, et pour prendre soin de nous, il faut qu'on puisse faire le travail durant la semaine, en sérénité, sans finir à 18, 19, 20, 22 heures le soir, sans devoir prendre le samedi matin pour terminer le travail. Donc, au-delà de la gestion des séances, il y avait aussi la gestion du temps sur la semaine, temps de travail, etc. Pour vous avoir accompagné dans ce processus, ce moment de sérénité, de clairvoyance sur les intentions posées, finalement, c'était presque vers la fin du parcours du changement. Ce n'est pas quelque chose qui s'est instauré au début. Donc, il y a eu cette phase de tâtonnement, de recherche, et puis finalement, après, de sens que vous avez donné à l'action. Oui, et il faut dire que ce changement-là a aussi été favorisé par le changement aussi des personnes au sein du conseil, au sein de l'équipe. Donc il y a eu un renouvellement. Il y a eu un renouvellement qui s'est fait sur 6 ans, donc ça a pris aussi du temps. Mais disons qu'au fur et à mesure qu'on changeait de personnes au sein de l'équipe, soit pour des départs à la retraite, ou bien par des volontés de changer d'orientation professionnelle, ça a permis d'intégrer de nouvelles personnes qui venaient aussi avec leurs aspirations, et j'ai pu, moi, en tant que directeur, m'appuyer aussi sur les besoins que ces nouveaux collaborateurs exprimaient, pour dire, vous voyez, on est dans un moment charnière, et le changement, c'est maintenant. Et vous avez même intégré dans le processus, ces nouveaux collaborateurs, ces nouveaux cadres ont été inclus dans cette réflexion-là. Oui, tout à fait. Et puis, vous êtes quelqu'un qui aimait bien que ça aille vite. 2 ans, c'était pas trop long. 3 ans, c'est pas trop long. Oui, c'était des fois difficile, mais c'était la scène, le sain temps à disposition pour pouvoir quand même mettre des objectifs exigeants, c'est-à-dire tendre l'élastique un tout petit peu pour que un peu de tension. On bouge, voilà, exactement, et pas qu'on reste sur place. Et puis en même temps, je voyais bien que si je raccourcissais ce temps, on pouvait aller un petit bout à la rupture. Il y a eu 2-3 séances d'ailleurs où j'arrivais avec des objectifs très clairs et je leur disais, dans 6 semaines, on fonctionne comme ça ou on ne fonctionne plus. Ils me regardaient, ils me disaient, on ne fonctionnera plus. D'accord. Donc là, j'ai dû un tout petit peu... voilà. Donc vous avez chaque fois un peu jaugé finalement les changements qui ont été mis en place. Oui, exactement. Et puis adapté, vous avez intégré aussi des outils numériques, vous avez aussi adapté la chronologie, vous avez impliqué votre équipe. Finalement, quel était pour vous le plus gros changement qui s'est opéré dans ces séances? Si maintenant on doit faire un peu le retour entre le début et aujourd'hui, quel serait le plus gros changement que vous observez? Oui, il y en a une multitude, mais je dirais peut-être que le plus gros changement, c'est probablement le fait qu'on a des séances qui débouchent sur des décisions directement mettables en œuvre ou exploitables, qui font que de semaine en semaine, on ne revient plus sur les mêmes sujets. On avance, on passe d'un sujet à l'autre. Et c'était quelque chose que je vivais de manière compliquée précédemment, le fait que des fois, en 6 mois, à raison d'une séance hebdomadaire, on revenait sur les mêmes sujets en soit changeant une décision qui avait été prise ou bien en ne prenant pas de décision de séance en séance. Donc le plus gros changement, c'est les décisions prises. Finalement, on n'y revient plus. Elles sont actées. Ok, on y va, on se lance. Exactement. Donc ça, c'est vraiment dans la manière de dérouler, de décider, donc d'avoir cette conduite de réunion. Est-ce qu'il y a encore d'autres grands changements qui ont été opérés ? Le grand changement, c'était aussi l'arrivée d'un nouvel outil numérique qui était très participatif et qui permet à chacun d'apporter un point à l'ordre du jour sans avoir une personne responsable en tant que telle de l'ordre du jour. Bien sûr, juste avant la séance, moi je passe en revue l'ordre du jour co-construit, mais cet ordre du jour est co-construit. Okay. C'est-à-dire chacun a la possibilité d'apporter son élément sans qu'il y ait forcément un filtre qui vient dire cet élément est pertinent, celui-là n'est pas. Chacun a sa pierre à l'édifice à apporter. Et puis, dans cet ordre du jour-là, on a dû aussi créer des règles très explicites en disant il y a des moments qui sont... Il y a des sujets qui doivent être mis pour décision. Et on sait que ça, c'est pour décision. Donc, ça va nécessiter entre 5 et 8 minutes de discussion, mais ça ne devrait pas être plus. Okay. Si c'est plus, ça doit être mis dans une colonne qui est dédiée à l'échange. Et là, l'échange, on sait qu'on est entre 10 et 15 minutes par sujet. Et puis, si on est dans une résolution de problème, là, on sait qu'on est dans un moment réflexif et potentiellement, on doit se réserver entre 30 et 45 minutes pour traiter ce problème-là parce qu'il est multiple, il implique la conduite générale et globale de l'établissement
et on ne peut pas se permettre de traiter ça en 5 minutes. Donc, si j'ai bien compris, finalement, un de ces changements, c'est nommer l'intention qu'il y avait dans l'ordre du jour par rapport à un thème traité, et finalement, en fonction du niveau d'exigence de ce thème, il y avait aussi un espace-temps dédié, plutôt petit ou grand, par rapport à ce que vous souhaitiez. Donc, pour une décision, une réflexion, environ 30 minutes. Absolument. Voilà. Pour une séance qui durait combien? Ces 30 minutes prenaient combien de temps? Un tiers de la séance? Prenez, disons, non, je dirais un cinquième. Ok. Un cinquième de la séance. D'accord. Ouais. Vous avez parlé d'outils numériques, plateforme collaborative. En Oui. quelques mots, on peut même citer son nom, je crois que... Oui, tout à fait. Alors, nous, le programme qu'on a acquis, c'est MeisterTask. Chacun, sur son ordinateur, a la possibilité d'avoir accès à cette plateforme collaborative, soit au travail ou depuis la maison aussi. Ce qui peut être un danger aussi, parce qu'on se met à travailler aussi le samedi, mais il a été très clairement donné quelques règles d'utilisation. Il n'est pas attendu que les collaborateurs soient sur cette plateforme au-delà de 18h le soir, 8h le matin, et puis pas le week-end. Donc ça, c'est un cadre posé, clairement défini exactement. entre vous. Mais la personne qui souhaite le faire, c'est pas attendu, mais la personne qui souhaite le faire peut le faire. C'est-à-dire que je suis samedi matin et tout d'un coup j'ai une idée en me disant mais mince, ça il faut qu'on aborde parce que ça me paraît évident. On peut vite aller via le smartphone rentrer quelque chose ou via l'ordinateur rentrer quelque chose. Ok, donc ça c'est vraiment un outil. Vous avez vu un changement dans la préparation. Quand je vous entends parler, je sens quand même que la phase de préparation est devenue, ou a toujours été, je ne sais pas à quel niveau vous la placez, mais ce qu'on peut observer, c'est souvent les séances qui ne sont pas préparées, ou mal préparées. À vous entendre, la phase de préparation, vous la jaugez à combien de temps? C'est collaboratif, mais quand même, vous êtes, vous, à la commande. Comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on a gagné énormément d'efficacité en termes de préparation de séance parce que chacun qui amène un sujet doit joindre dans la plateforme collaborative les documents qui permettent d'appuyer son argumentation ou d'appuyer sa décision ou le courrier qui nous a été transmis qui nécessite un bout de réponse ou de décision. Donc on a tout au même endroit et on n'a pas des photocopies à copier et à distribuer. Exactement, donc tout est centralisé. Et puis c'est faisable par une photo ou ce genre de choses, donc pas besoin de scan ou ce genre de choses, c'est très pratique. Donc vous avez vraiment là allié, recherché la simplicité. Oui, simplicité pour les collaborateurs et puis pour la personne qui gère la séance aussi, parce que moi, on commence à 8h45 la séance le mardi matin. Moi, à 7h45, j'arrive au bureau, j'ouvre la plateforme, je mets juste un tout petit peu en ordre les différentes séances ou les différentes choses. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas moi, ou j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, j'ai 1 heure pour aller voir le collaborateur en question en lui disant ce que tu as mis, c'est pas tout à fait clair, est-ce que tu peux juste rajouter? Et puis après, on peut débuter la séance. Donc je dirais 1 heure de préparation pour maintenant 10, 11, 12, pour 3 heures de séance. Ok, d'accord. Donc ça donne déjà un peu un sentiment de proportionnalité et puis ça met en place finalement cette notion de préparation qui est vraiment importante et qu'il faut pouvoir appliquer de manière quasiment constante. Vous le faites à chaque fois. Oui. Ou est-ce que la préparation est déléguée à d'autres personnes? Alors, chacun est responsable de son sujet et de préparer. Et si... alors, j'avoue que j'arrive pas à être toujours très rigoureux. Certaines fois, il y a des sujets qui sont apportés et tout ne semble pas tout à fait prêt. C'est difficile de dire à un collaborateur « Ah, tu t'es pas bien préparé, donc on n'aborde pas ton point ». C'est ce que je devrais faire probablement, pour être rigoureux puis pousser les gens à se préparer comme il faut. Mais dans la réalité, je dirais 9 fois sur 10, les sujets qui sont apportés sont documentés et sont prêts à être présentés par la personne en question. Juste pour dire, c'est quand même non négligeable. On est passé d'à peu près, en moyenne, 6 heures de séance en 2013 et on est à peu près à 3 heures de séance maintenant en 2019. Donc vous allez... Finalement, vous avez gagné 3 heures. J'ai gagné la moitié du temps, 50% du temps. Avec un petit temps de préparation, mais ce temps de préparation existait aussi avant, plus sous forme à papier, sous forme de préparation du signataire, etc. Donc, ce temps de préparation, j'ai pas vraiment réussi à le compresser considérablement, quoique les secrétaires sont plus sollicités. Avant, ils étaient sollicités, mais non plus du tout pour la préparation du conseil de direction. D'accord. Donc, on a quand même gagné en efficience. Ok, ouais. On parle d'animation de réunion. Vous avez là aussi utilisé des cartes, si je me souviens bien, avec l'aspect de rôle, de délégation.
Pouvez nous dire quelques mots de ces cartes qu'on avait donc eu l'occasion d'échanger lors d'une formation? En quoi elles vous ont été utiles? Ce qui était difficile dans la gestion de séance, c'était finalement de définir très clairement qui fait quoi, qui a quel rôle. Et au début, moi j'avais le sentiment de devoir gérer et le temps, et l'ordre de passage, et la préparation de la séance, et le bien-être des collaborateurs, et préparer l'eau. Et puis je me disais, mais je m'en sors pas, j'arrive pas à tout faire. Et là, évidemment, en discussion avec vous, et en discussion avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'on pouvait déléguer certaines responsabilités. On a débouché sur ce petit outil avec des fonctions très, très clairement identifiées. Il y a un leader de séance, un gardien de qualité, un gardien du temps, un gardien de la mémoire, un gardien de la dynamique de la séance et un gardien du confort. Donc 6 rôles. 6 rôles. Et chacun... Ou 5 si on enlève le leader de séance qui était celui que vous avez de manière générale. Ils ont 5 rôles qui sont répartis en fonction des personnalités des gens. On a hésité à un certain moment à changer à chaque séance, mais on se rendait compte que finalement il y a des gens, c'était pas dans leur physiologie que de devoir faire certains rôles. Donc certains se sont appropriés assez naturellement en se disant mais moi je me sens d'être gardien du confort, j'aime savoir que les gens sont bien, donc de séance en séance je serai le gardien du confort. Puis au verso, il y a les 4 ou 5 missions fondamentales qu'on attend du gardien du confort, et comme c'est explicite et connu de tout le monde, on s'attend à ce que le gardien du confort prépare l'eau avant la séance, ou bien prépare les cafés, ou soit fasse en sorte que les cafés soient prêts à la pause. Et on peut se décharger de ça. En même temps, le gardien de la dynamique, on sait qu'à un certain moment, il va couper la parole en disant on doit prendre une décision maintenant parce qu'on est en train de traîner. C'est intéressant que vous parliez de la carte du gardien de la dynamique. Certains leaders de séance ont le sentiment de se faire déposséder justement de ce moment de décision. Je dirais que moi, mon rôle, je le perçois à présent comme poser les conditions nécessaires à ce que l'établissement avance, et particulièrement lors de ces séances. Mais comment il avance, c'est le rôle de mes cadres. Et j'ai des cadres pour ça, et ils sont payés pour ça, et ils sont compétents pour ça aussi, ils ont été choisis pour ça. À eux de faire en sorte d'être co-responsables que la séance avance, qu'on aboutisse à des décisions, qu'on ne revienne pas toutes les 5 minutes sur les décisions. Moi, je suis là. Mon rôle, c'est de créer ça, finalement. À eux de l'incarner. Et le gardien de la dynamique, c'est un rôle qui varie, ou c'est toujours 2-3 personnes? Vous parliez d'ADN. Est-ce que finalement, quand je suis gardien de la dynamique, je le reste, ou c'est un rôle que j'essaie de revendiquer à chaque fois, ou vous êtes attentif au fait qu'il y a un tournus? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de tournus. Par contre, par capillarité, les gens montent un peu en compétence. C'est-à-dire qu'au début, le gardien de la dynamique, c'était celui qui vraiment était identifié comme gardien de la dynamique, etc. Et puis à certains moments, on se rend compte que petit à petit, les autres sont sensibles, le deviennent aussi. Et sont sensibles, pour l'avoir entendu de la part du gardien de la dynamique, deviennent aussi sensibles à ça, et des fois le rappellent avant même que le gardien de la dynamique... Donc, vous vous retrouvez avec plusieurs gardiens de la dynamique. Voilà, exactement. Ouais, mais spontanément, spontanément. Gardien du temps, quel est son devoir? Le gardien du temps... Comment vous le faites vivre? Oui, donc le gardien du temps, on a justement, grâce à cet outil MeisterTask, pour chaque sujet qu'on ouvre, il y a un chronomètre. Et lui, à chaque fois qu'il ouvre un sujet, le gardien du temps est aussi responsable de passer en revue les différentes fiches qu'on aborde, chaque fiche étant un point à l'ordre du jour. Et à chaque fois qu'il ouvre une nouvelle fiche, il enclenche le chronomètre pour chaque situation, ce qui permet à tout le monde de voir depuis combien de temps on est en train de parler de ce sujet. D'accord, mais est-ce qu'il y a un temps dévolu pour ça? Donc vous aviez tout à l'heure parlé de temps spécifique par domaine. Là, le compteur montre le temps écoulé, ou bien vous avez dit ça, on va devoir le faire en 10 minutes? Est-ce qu'il y a maintenant une... Alors on a des grands principes. Des principes. On a des grands principes, mais on ne peut pas être non plus toujours extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que si... Vous le disiez tout à l'heure. Voilà, à certains moments, si je sens que c'est un sujet qui, en fait, on s'est aperçu qu'on l'a mal analysé au préalable, mais que ça amène un petit peu d'émotion, et puis que ça nécessite un peu de débat, puis on n'avait pas tous les éléments, à un certain moment, quand on est à 10 minutes sur ce sujet-là, alors qu'on en avait prévu 5, on dit, stop, on voit qu'on n'est pas mûr, on n'est pas prêt pour la décision, on ferme ce sujet, on le déplace à un autre moment et on demande à avoir des informations complémentaires pour la prochaine séance qui nécessitera une décision à la prochaine séance. Et ça, c'est bien vécu? Il n'y a pas de frustration à la clé?
C'est bien vécu par les nouvelles personnes. Des fois, c'est sensible pour ceux qui sont issus de l'ancienne manière de fonctionner D'accord. et qui des fois ont quand même le sentiment finalement que à quoi ça sert de venir là parce que finalement on ne peut pas parler. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ça fait déjà 20 minutes qu'ils parlent, eux, et qu'il y en a d'autres qui voudraient parler aussi. D'accord. Mais ça, c'est plus Donc lié aux ça, c'est le personnes. souci de l'équité, Voilà. finalement, du temps de parole C'est ça. que le leader de séance a. On va peut-être pas passer toutes les cartes en revue, mais il y en a une qui est intéressante aussi, c'est le gardien de la qualité. Comment est-ce que ça se vit au sein Oui. de votre équipe? Disons que le gardien de la qualité, il doit pouvoir aussi, en fin de séance, faire une petite restitution sur comment est-ce que lui, il a perçu le fonctionnement de la séance. Est-ce qu'on avait dicté des principes et on ne s'est pas tenu à ces principes et ça s'est vu? Est-ce qu'il y a des personnes finalement en définitive qui, gestionnaires de certains secteurs, ont eu beaucoup plus la parole que d'autres? Alors des fois ça peut s'expliquer, et puis des fois on se rend compte qu'on s'est laissé emporter dans une dynamique qu'on n'aimait pas ou qu'on avait essayé de lutter contre par le passé et qu'on retombait dans les mêmes ornières. Donc finalement c'est un petit peu notre vigie, notre teneur de boussole pour être sûr qu'on reste sur le chemin qu'on s'était fixé. Donc pour vous, le gardien de la qualité, il est en permanence aux aguets pour rappeler finalement si tout se déroule bien, pour donner un feedback. Oui. Ok. Et ce qui est difficile avec ce rôle-là, plus pour le leader de séance, c'est de vraiment donner la parole 5 minutes avant la fin de la séance, là où tout le monde a faim, là où tout le monde veut partir, là où tout le monde veut aller à l'apéro, je sais pas. Dire non, c'est pas si anodin que ça, on prend 5 minutes et on écoute le gardien de la qualité pour qui nous fasse un feedback sur comment on a fonctionné. Donc là, vous l'incluez finalement comme un thème en soi dans la séance, Voilà. en tout cas qu'il puisse avoir la parole. Oui. C'est vrai que dans la plupart des formations et dans les travaux de groupe que j'accompagne, le gardien de la qualité finalement n'a jamais la parole puisque le temps écoulé lui permet plus de prendre une place pour donner un feedback. Donc c'est un peu l'élément sur lequel il faut être vigilant, cette fin de formation, de réunion et d'avoir ce feedback, donc de laisser du temps aux personnes qui ont ce rôle. Merci beaucoup en tout cas pour l'échange d'expérience par rapport à ces cartes. Finalement, là, vous avez des managers, des cadres qui vous écoutent, qui se disent, bon, bah, très bien, il a utilisé une plateforme numérique, il a des cartes, il a changé aussi son équipe, il a pris le temps nécessaire. Finalement, si un manager devait changer ses séances, par quoi devrait-il commencer, selon vous? J'ai envie de dire, il doit être un tout petit bout égoïste à un certain moment. C'est-à-dire qu'il doit se poser la question à lui-même, mais c'est quoi mon besoin pour bien vivre ces séances? Donc c'est cette question de ramener à soi, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien vivre la séance? Qu'est-ce que j'ai besoin pour bien vivre la séance, sachant que sur lui repose le liant entre les personnes pour que la séance se passe bien. Il doit être régulateur, mais pas trop. Il doit avoir une forme d'empathie et de bien-être pour être à l'aise et gérer la séance et l'équipe. Si le leader de séance, il est déjà sur les pattes arrière au début de la séance, on peut présupposer que la séance sera compliquée. Donc l'axe que vous mettez en avant, c'est soit est-ce qu'il y aurait encore d'autres axes en lien peut-être avec le matériel, vous n'avez pas, ou le lien avec l'équipe. Donc ça, c'est en tout cas un aspect sur soi. Hein. Oui. Ouais. C'est en lien, en fait, le deuxième point que je soulèverais est en lien avec le premier, c'est-à-dire que pour être bien lors de la séance, il y a indubitablement un bout de préparation en amont, c'est-à-dire qu'il doit savoir dans quel lieu il va aller, et puis est-ce que le lieu est suffisamment agréable pour lui et pour tout le monde, est-ce que lui, il est en connaissance et il a les outils en tête pour pouvoir mener sa séance à bien, parce que le leader de séance qui à un certain moment perd le lead de la séance, se sentira forcément pas à l'aise, et puis la séance aboutira pas. Ça, on peut être à peu près sûr. Donc je dirais que oui, être prêt avec son matériel, évidemment, savoir quels sont les sujets qui vont être abordés, savoir que l'essentiel des sujets est préparé, ou en tout cas, on a une petite vue sur les différentes séances de l'ordre du jour, les différents objets de l'ordre du jour, et puis ça permet au leader de séance d'être à l'aise.
Je reviens peut-être sur ce qu'on ne voit pas ici. La caméra nous filme ici sur votre table de travail et dans votre bureau. Mais on a j'ai dit tout à l'heure, des affiches, des post-it, des dessins, des mind maps. Vous avez donc beaucoup développé ceci. Ça a été utile? Ça a amené un plus? Qu'est-ce que ça a apporté finalement? Absolument. On est à l'ère du numérique. À un certain moment, il faut aussi savoir tirer les atouts de ces outils-là. Et je pense que faire sans, ce serait une erreur parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'heure actuelle de manière plus fluide, plus participative et plus efficace. Donc ça, c'est la plateforme MasterTask Voilà. que vous avez mis en route et puis qui apporte son flux d'informations et de collaboration pour l'ordre du jour. Exactement. Et le traitement. Et puis à côté de ça, j'ai envie de dire, de nouveau, le leader de séance ou bien l'équipe doivent se poser la question, mais moi je suis qui et j'ai besoin de quoi et comment est-ce que je travaille? Ça, c'est des questions fondamentales à mon avis à arriver à déterminer. Et puis moi, si je me suis posé cette question-là, je me suis rendu compte que je suis un ancien apprenti, je suis quelqu'un de manuel, j'aime toucher, j'aime bouger les choses. Et les post-it, j'ai besoin de dessiner aussi, j'ai besoin de chiffonner, de remettre et d'enlever. Ça m'aide beaucoup à réfléchir. J'ai besoin de manipuler pour pouvoir intégrer. Votre équipe aussi? Ils sont aussi dans ce même trend de toucher, manipuler, co-construire sur des feuilles, dessiner? Certains oui, d'autres un peu moins. Okay. D'autres sont beaucoup plus dans l'oralité et eux, ils se sentent être très conceptuels et discuter autour du concept. Mais certains, et on a vu que dans certaines séances animées avec des post-it, en demandant à chacun de se lever, d'aller poser le post-it, de présenter le post-it, ça nous permettait non seulement de gagner du temps, mais d'être beaucoup plus explicite pour tout le monde. Parce que tout le monde avait non seulement l'aspect auditif qui était stimulé par la présentation, kinesthésique parce qu'ils se levaient, ils bougeaient, donc ça les évitait de bâiller après le repas, et puis visuel, parce que finalement, tout en ayant la discussion, on pouvait encore faire le lien entre les post-it qui avaient déjà été posés. Donc c'était beaucoup plus dynamique. Ouais, c'est ça. Donc, ça permettait aussi d'appuyer, de construire au fur et à mesure, et d'avoir finalement devant vous, dans la salle, des éléments qui se construisent ou qui ont été construits. Là aujourd'hui, s'il y a aussi un élément sur lequel peut-être on n'a pas mis beaucoup l'accent, c'est aussi le lieu. Je me souviens que les premières séances étaient dans un local assez petit, assez sombre, où on pouvait peu se mouvoir. Vous avez fait un choix, là aussi, différent. Est-ce qu'on peut juste aborder ce sujet du local? Car pour moi, et comme je le dis dans la formation, il y a vraiment cette notion que vous avez relevée, c'est soi-même, vraiment un des piliers forts, c'est les participants, et c'est aussi finalement l'environnement, le lieu. Et ça, c'est vraiment ce triangle magique, ou triangle d'or, on peut l'appeler comme on veut, mais qui anime et qui participe à des réunions efficaces. Il ne faut pas non plus mettre de côté le lieu. Vous avez fait des choix forts qui ont été moyennement appréciés au départ. Oui, comme tout changement. Mais disons, on a fait deux gros changements. Un premier, c'était de réserver une salle quasiment 4 fois plus grande que celle qu'on avait pour se réunir. On est 6 à se réunir en équipe pour la gestion de l'établissement. On a un endroit qui fait un peu plus de 80 mètres carrés pour 6. Ça paraît dantesque. Mais en fait, on a des endroits où on se met debout, puis on discute debout, puis on a une place d'affichage pour mettre nos post-it. Puis après, on peut se déplacer, puis on se rassied, puis on sait que quand on est assis, on est plutôt dans une phase de décision. Et finalement, ça rythme considérablement ces moments. Ça, c'était la première décision forte. La seconde, c'est d'acheter un frigo avec des bouteilles d'eau et des bouteilles de vin. Ça paraît l'air de rien, mais le fait d'avoir un frigo et puis de pouvoir, en été, avoir des boissons fraîches et que les gens ils puissent se servir de quelque chose, ça évite qu'ils se lèvent pendant la séance pour aller bon conseil, chercher des bouteilles de vin, bouteilles de... des bouteilles d'eau. Alors, l'enregistrement de cette interview se fait dans une région viticole très connue aussi en Suisse, donc raison pour laquelle on fait le lien avec le vin. Et puis finalement, on s'est aussi rendu compte, je parlais du bien-être du leader de séance, mais du bien-être de l'équipe. Ben oui, des fois, on termine, quand on a bien travaillé, on termine 15-20 minutes plus tôt, puis on a une bouteille de vin, et puis on sait qu'on va aller manger un petit quelque chose ensuite ensemble, et on prend l'apéro. Et ces moments informels après la séance permettent de débriefer une quantité de petites choses, on règle 2-3 trucs, on dit « Ah oui, tu oublies, j'avais pas eu le temps de te dire à la séance, mais oublie pas, il y avait un tel que tu devais rappeler, etc. » Et finalement, ça amène une forme de lien qui permet à la séance suivante
d'être faite avec un peu plus de liens entre les personnes. Et de fois en fois, on s'est rendu compte, en 2 ans, on a construit aussi des liens très forts, alors qu'il y a eu des changements dans les équipes, mais très rapidement, on est arrivé à des liens forts parce qu'on a créé des moments informels de ce type-là. Des moments informels, mais institutionnalisés. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais on sait qu'à certains moments... Dans un cadre bien défini, en tout cas. Exactement. Bien, merci beaucoup. On arrive gentiment au terme de cette interview. En tout cas, un grand merci d'avoir consacré du temps et de parler de passion d'un sujet passionnant. Finalement, pour conclure, quels seraient alors vos conseils que vous pourriez donner pour des réunions plus efficaces, car les vôtres sont devenus plus efficaces, je peux vraiment attester de ceci, j'ai pu participer, observer, et véritablement l'efficacité est au rendez-vous. Alors, quels seraient les 3 conseils ? Bon, je dirais le premier, c'est un conseil hédoniste, c'est-à-dire penser à son plaisir et penser au plaisir des autres. Donc cette notion de plaisir. Voilà, ça c'est fondamental. Quand il y a un bout de plaisir, le travail il suit, on est prêt à dépenser de l'énergie, on est prêt à rester un petit peu de plus quand c'est nécessaire, à fournir une énergie supplémentaire quand c'est nécessaire. S'il n'y a pas de plaisir, tout effort supplémentaire devient une corvée, à commencer par une séance. Une séance devient une corvée s'il n'y a pas de plaisir. Ok, donc plaisir. Un bout de Premier plaisir, conseil. Ok. Le deuxième, je dirais, il faut des règles explicites, connues de tout le monde et acceptées par tout le monde. C'est-à-dire négocier un bout. Ça prend du temps. Il faut les discuter, il faut les essayer. On voit qu'elles ne marchent pas. Il faut les reprendre. Donc, il faut des règles explicites, mais qui aient été travaillées et qui soient acceptées par les gens. Vous parlez de règles. Est-ce qu'on peut aussi parler de fixer un cadre, ou bien quelle différence vous faites entre règles et cadre? Ou est-ce que ces règles participent à la fixation du cadre? Non, je pensais en fait à quelque chose de synonymique entre règles et cadre. Ce que je veux dire par règle, c'est on commence à telle heure, on s'attend à ce que les gens soient à l'heure. D'accord. On finit à telle heure, on s'attend à finir à l'heure. Charge au leader de séance de faire respecter ça. On s'attend aussi à avoir une pause, parce qu'on ne peut pas tenir 3 heures en étant complètement attentif. Donc au milieu de ces 3 heures, on met une pause de telle heure à telle heure. Et on sait que pendant ces 20 minutes-là, c'est de la pause. Et on sait aussi, dans les règles, qu'une personne qui vient avec un sujet non préparé, théoriquement, c'est pas un sujet qui va être pris parce qu'il n'est pas suffisamment alimenté pour le traiter. Il peut même être reconnu sous forme de non-respect par rapport au groupe et à la manière de travailler. On parle beaucoup de temps, enfin, vous parlez de temps, vous avez même créé une affiche pour ça, un manifeste qui est un peu à disposition et qu'on voit dans votre établissement. Que dit ce manifeste ? Effectivement, on a fait un petit manifeste où c'était valable pour nous, mais fort de notre expérience, on a essayé de l'étendre au corps professoral de l'établissement en disant, mesdames et messieurs les professeurs, vous ne faites plus de séance ou vous n'êtes plus tenu d'assister à une séance qui ne connaît pas quelques règles de base. La première, avoir un ordre du jour. On l'a ici, on va pouvoir peut-être juste le montrer. Alors, parfait. Voilà, tout ça. Donc ici, effectivement, on a un manifeste pour des réunions efficaces. Avant une séance, il y a de la préparation, c'est-à-dire que tous les documents doivent parvenir à tous les participants s'il y a des documents qui doivent être consultés. Ils doivent être consultables. On invite à une séance de réseau ou à une séance de collaboration ou d'harmonisation pédagogique que les personnes qui sont réellement concernées par les sujets, pas les autres pour information. Les autres recevront un PV ou recevront autre chose. C'est des questions clés à se poser. Il y a un ordre du jour clair qui est structuré. S'il n'y a pas d'ordre du jour, vous n'êtes pas tenu d'assister. Ou en tout cas, vous avez le droit de demander un ordre du jour à la personne qui convoque. Okay. C'est l'étape préliminaire en tout cas. On prend des décisions et on établit un plan d'action, c'est-à-dire qu'une séance qui se termine sans au moins une décision avec qui fait quoi n'est pas productive. Donc on échappe à quelque chose. Et puis ne pas replanifier de réunion sur le même sujet. L'idée, c'est d'éviter de dire on n'a pas réussi à terminer, donc on refait une séance. Si on a tenu l'ordre du jour et qu'on a pensé l'ordre du jour et qu'on l'a préparé, à la fin, on doit avoir un bout de décision. Au moins un bout, quitte à demander des éléments complémentaires pour pouvoir terminer ou finaliser la décision, mais on ne replanifie pas de séance sur le même sujet. D'accord. Et puis, on commence et on finit à l'heure. C'est 6 principes qui devraient pouvoir donner du plaisir aux gens à venir, pas qu'ils aient l'impression de perdre leur temps, pas qu'on ait des personnes qui soient sur leur Natel en train de répondre sur WhatsApp ou de consulter leur Facebook pendant la séance, pour que les gens y soient de manière courte, mais engagés dans la discussion. C'est intéressant, vous évoquez WhatsApp, Facebook, tous ces outils du monde moderne. Les GAFA sont très
en lien avec cette notion d'attention, hein, pour pouvoir nous stimuler. Quelle est la règle que vous avez avec les téléphones ou les outils numériques? Est-ce qu'il y a une règle posée lors des séances? On ne répond pas, on met en mode avion. Enfin, comment est-ce que vous réglez ça? On est un tout petit peu embêté parce que nous, on utilise des outils numériques pour collaborer et gérer. Donc, ça veut dire que pendant la séance, tout le monde a son ordinateur ouvert. Après, comment est-ce que vous faites pour dire aux gens, vous consultez pas vos mails, mais vous regardez uniquement notre outil collaboratif? On ne peut pas contrôler ça. Donc, il y a une part quand même qui est laissée à la responsabilité. Il y a une part qui est laissée à la responsabilité et charge au gardien de la qualité à la fin de séance en disant messieurs, j'ai vu que quand même beaucoup de monde était sur WhatsApp, ou comment est-ce qu'on fait pour réguler ça? Et finalement, ça renvoie les gens à leur propre fonctionnement, et puis voilà. Mais j'ai refusé de dire j'interdis les Natel, j'interdis les téléphones ou les portables. D'accord. On s'en sortait pas. Donc, le premier conseil, c'était le plaisir. Le deuxième, c'était avoir des règles explicites. Et puis donc le troisième. Le troisième, c'est faire respecter les règles qu'on s'est mises. Et ça, je peux vous dire, c'est pas facile. C'est ça. Hein. On s'est retrouvé dans une situation où les règles étaient explicites, discutées, tout le monde était d'accord, mais la séance suivante, tout le monde est revenu à ses vieilles habitudes, mais pas méchamment, spontanément, parce que c'était l'habitude. Et là, il a fallu s'appuyer sur le leader de séance, j'ai dû m'appuyer sur moi-même, et je peux vous dire, c'était pas facile, pour dire non, stop. Là, on n'est pas bon, on avait décidé ça, on n'est pas en train de faire ça, donc on corrige. Et ça demande un bout de courage, ça demande un bout de s'imposer, ça demande un bout de soi-même connaître les règles et d'avoir intégré soi-même les règles qu'on s'était fixées. C'est ça. Hein. Et de les respecter soi-même. Une forme d'exemplarité. Je me suis fait reprocher à juste titre par mon équipe une règle que je n'avais moi-même pas respectée. Que vous aviez posée. Que j'avais posée. Enfin, qu'on avait posée ensemble. Qui était bien sûr discutée. J'essaie de me souvenir pendant que je vous parle de quelle était cette règle pour être très précis et puis pas que ça soit juste des paroles en l'air. Pour vous laisser le temps de réfléchir, j'aimerais peut-être juste préciser effectivement, et c'est un point important que vous relevez, tous ces éléments-là, ces cartes, ces manifestes, ces méthodes d'animation de réunion sont extrêmement importantes. On peut l'essayer une fois, ça peut fonctionner ou pas fonctionner, mais ce qui va être la clé du succès finalement, c'est la persévérance, c'est de maintenir, de continuer, d'adapter en permanence, mais pas se retrouver finalement dans cette situation où on fait quelque chose, on voit que ça ne marche pas très bien, donc on repasse à nos anciens modèles, et finalement, c'est un peu cette citation, je ne sais plus, de Peter Senge, je crois, sauf erreur, qui disait que si on veut d'autres résultats, alors essaye autre chose et pas vouloir améliorer en changeant rien finalement. C'est parfaitement juste. Oui, pour revenir sur l'exemple que je disais tout à l'heure, on avait dit de ne pas consulter les mails pendant la séance. J'ai moi-même consulté les mails. J'ai eu un mail qui m'a mis un tout petit bout dans l'émotion parce qu'il y avait une plainte. J'ai pas réussi à gérer la séance qui suivait derrière. J'ai été contaminé par ce mail-là et j'étais en dehors de mon cadre à un certain moment. Donc ça, c'était compliqué. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est important selon moi aussi que les outils qui sont définis par l'équipe correspondent à la culture de l'équipe ou la culture de l'entreprise ou de l'institution qui les adopte. J'avais importé en début de mandat ici des outils qui venaient du privé. Ils étaient bons, ils fonctionnaient très bien dans le privé. Ça jouait bien parce que c'était dans une certaine structure, une certaine culture. Ici, ils étaient inopérants. Ça ne fonctionnait pas et c'était même, ça blessait les gens, ça bousculait les gens. Et on voyait que ça ne prenait pas du tout. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est les outils qui peuvent bien fonctionner ou les méthodes qui fonctionnent bien ailleurs, pas forcément le cas, elles ne fonctionneront pas nécessairement bien à d'autres endroits. Donc vous les avez adaptés, vous les avez éliminés. Oui. Qu'avez-vous fait alors? Les deux. Okay. Parmi la palette d'outils que j'avais, certaines n'étaient absolument pas implémentables dans cette culture d'établissement-là. Donc on a dû les abandonner. Puis d'autres, on a pu adapter un tout petit peu. Un exemple très concret, c'était le processus décisionnel qui, dans le privé, était extrêmement structuré. Il y avait un processus et on savait qui faisait quoi et qui préparait quel élément de la décision, etc. Ça a pu être utilisé ici, mais en assouplissant et puis en simplifiant un tout petit peu le processus. Par contre, le système de prise de notes des séances était indéplaçable d'une structure à l'autre. On a dû changer, c'est notamment par ce biais-là qu'on est arrivé sur Mastertask, qui est beaucoup plus collaboratif, etc., et qui est moins vertical, qui est un peu plus horizontal. Okay. Donc on va peut-être terminer par cette phrase, plus collaboratif et moins vertical. Je pense que
C'est une bonne manière de clore cette interview. Encore un grand merci de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir partagé votre vision des choses, vos outils, vos réflexions, d'avoir livré une partie de vous-même. Et j'espère que ça pourra être inspirant pour les personnes qui nous ont écoutés et regardés. C'est un plaisir. Merci, M. Laguerre. Merci beaucoup. Merci, M. Bass.